l'abominable, terrifiante, édifiante et néanmoins véridique histoire de la malédiction du gros B qui pue. Avertissement. Récit interdit aux plus de 18 ans d'âge mental. Attention, ce récit peut choquer la sensibilité de certains auditeurs prenant trop au sérieux la vie quotidienne, les problèmes existentiels et la condition humaine en général. Il est probable que certaines scènes bouleversent de façon irréversible leur façon de voir la vie, les marins-pompiers et les musiciens tyroliens. Il était une fois, dans un monde tout rond, dans un monde fait de mer et d'océans sur lesquels flottaient de gros rochers tout couverts de terre, de montagnes et de forêts que l'on appelait continents, il était une fois, dis-je, des hommes comparables à nous autres hommes sur une terre comparable à notre terre. Et ces hommes, et ces femmes, et ces enfants vivaient en compagnie sur cette terre d'une foule d'autres êtres vivants dont l'aspect et les mœurs prenaient les formes les plus diverses et les plus insolites les unes que les autres. Il existait ainsi, sur cette terre, toute couverte qu'elle était de ces continents, de ces mers et de ces océans, des êtres que les hommes avaient nommés plantes ou végétaux, sans leur avoir vraiment demandé leur avis. Les hommes qui vivaient sur cette terre avaient besoin de ça pour s'y retrouver dans cette extraordinaire bigarrure d'individus. Les hommes, pour mieux comprendre le monde, avaient besoin d'étiquettes. Ils avaient besoin de ranger, de classer, de décider entre eux quel nom ils allaient donner à toutes les choses qui peuplaient leur monde. Ainsi, même parmi la grande et belle famille des êtres humains, ils avaient également posé des étiquettes sur tout. Et oui, vous entendez bien, ils avaient même posé des étiquettes sur eux-mêmes. Il y avait les hommes, les nourrissons, les enfants, les adolescents, les vieillards, les femmes, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les blonds, les bruns, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les idiots, les génies, les puissants, les chefs et ceux qui n'étaient pas chefs, les gros, les grands et les tout maigres. Et je ne vous donne là qu'un échantillon des différentes étiquettes qu'ils se posaient sur eux-mêmes ou qu'ils posaient sur les autres. Ainsi étiquetés, les hommes savaient à quoi s'en tenir. Ils savaient qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un chef qu'à un enfant. Cela les rassurait. Les hommes étiquetaient ainsi les choses et aussi toutes celles qui n'étaient pas concrètes, que l'on ne pouvait pas toucher, comme les pensées, les idées, les émotions, les sentiments. Ainsi, pour eux, l'amour désignait, pour certains, un sentiment à cause duquel on devait se sacrifier pour l'être aimé et tout lui donner jusqu'à sa propre vie, alors que pour un autre, l'étiquette amour signifiait simplement accepter l'autre tel qu'il était. Ainsi, ces êtres humains, semblables à nous autres hommes sur une terre semblable à notre terre, pensaient qu'une étiquette désignait la même chose pour tous. Et malheureusement, pour eux, ce n'était pas le cas. Ces étiquettes causaient ainsi beaucoup de problèmes parmi les hommes. Et pour vous dire à quel point ils aimaient la complication, il faut savoir qu'ils étaient même amusés à créer différentes langues et à nommer toutes ces choses dont la signification leur échappait déjà, avec des noms différents dans chaque langue. On pouvait imaginer qu'ils étaient masos.
Ils n'arrivaient déjà pas à se comprendre en utilisant les mêmes mots dans une même langue, et en plus ils se compliquaient la vie à inventer plusieurs langues. Eh bien oui. D'un point de vue objectif, on pouvait dire qu'ils étaient masos. Ils faisaient partie, comme je l'ai déjà dit, d'une grande et belle famille, mais avaient beaucoup de mal à communiquer entre eux. Lorsqu'ils y parvenaient, ils faisaient ensemble des choses magnifiques. Mais cela leur demandait beaucoup d'efforts. Ouais. Il leur arrivait aussi de ne plus voir les choses réelles derrière les étiquettes, de ne plus voir les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Ils étaient devenus incapables de s'émerveiller tout simplement devant un arbre, car ils cherchaient tout de suite à l'étiqueter. Est-ce un être? Un érable? Un chêne? Et de quelle famille d'arbres fait-il partie? Comment se reproduit-il? Et quelle est sa circonférence? Toutes ces questions dont ils imaginaient que les réponses leur permettraient de mieux comprendre le monde se bousculaient dans leur tête, et finalement l'arbre magnifique qui se tenait sous leurs yeux disparaissait sous un tas d'étiquettes jaunâtres comme des feuilles mortes. Vous devez aussi savoir qu'un mot particulier était chaque jour utilisé plusieurs dizaines de fois par chaque homme. Un mot usé d'avoir couru dans toutes les bouches, et ce mot était combien? C'était un mot que les hommes adoraient. Et beaucoup de leurs questions commençaient par ce mot. Par exemple, lorsqu'un artiste avait peint un tableau, eh bien, les autres hommes, au lieu de se laisser emporter par la magie de l'image et de l'émotion, demandaient: combien de temps a-t-il fallu pour le peindre? Combien de pots de peinture? Combien d'années avez-vous étudié aux Beaux-Arts pour produire cette œuvre? Combien de pinceaux? Combien vaut ce tableau? Combien de temps l'exposition dure-t-elle? Combien d'artistes font partie du mouvement artistique dont vous vous réclamez? Et à cause de toutes ces questions, ils passaient à côté de ce qu'était vraiment ce tableau. Ils posaient ces questions pour qu'on leur réponde avec leurs étiquettes préférées. Les étiquettes chiffres. Ouais, ça. Les chiffres leur permettaient, croyaient-ils, de comprendre le monde dans lequel ils vivaient, de donner une idée nette et précise de chaque chose. Voilà. Et les hommes avaient beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas réduire à des chiffres. C'était leur maladie. Or, il arriva, un jour, comme tous les autres jours, sur cette terre semblable à notre terre et peuplée d'hommes semblables à nous autres hommes, une chose extraordinaire. Les choses sont extraordinaires quand elles sortent de l'ordinaire, comme les extraterrestres sont des êtres hors de la planète Terre. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Donc, reprenons. Il arriva, dis-je, une chose extraordinaire. Cette terre, semblable à la nôtre, peuplée d'humains vivant dans toute leur humanité, fut frappée par la malédiction effroyable
du gros P qui pue. Ce n'était pas très poétique comme nom malédiction, mais pour cela, allez demander à celui qui l'étiqueta ainsi. Il aurait pu la nommer la nauséabonde veste assassine ou la puanteur infernale, mais il décida de l'appeler, sûrement pour faire rire les gamins, le gros P qui pue. Bon. Cela commença dans les brumes du petit matin, d'un petit matin comme un autre, parmi ces hommes semblables à nous autres hommes sur une terre semblable à la nôtre. Et ce matin-là, le nez de chaque humain se plissa, incommodé par l'odeur fétide qui lui emplissait les narines. Ceux qui étaient les plus incommodés par cette terrible odeur étaient les humains qui avaient l'habitude de vivre dans un milieu aseptisé, un milieu dans lequel les mauvaises odeurs n'avaient pas le droit de citer. Par exemple, Monsieur de la Brillantine et sa femme, Clotilde de la Brillantine, dont les narines ne supportaient que le parfum de rose de Damas que la bonne prenait soin de répandre aux aurores dans toute la maison, furent offusquées de se réveiller dans une chambre qui empestait le prout. Ce matin-là, ils ouvrirent les yeux au même moment. Reniflèrent la puanteur. La puanteur qui les entourait et simultanément se tournèrent l'un vers l'autre avec un regard désapprobateur. Clotilde, qui n'avait pas pété, était convaincue que son mari avait eu l'audace d'expulser une flatulence dégoûtante dans le lit conjugal de bon matin. Et Robert-Édouard, son mari, pensait la même chose à propos de sa femme. Mais comme il n'est pas coutume de parler de ces choses-là chez ces gens-là, ils en restèrent tous deux à un échange de regards indignés avant de se lever pour vaquer à leurs occupations quotidiennes habituelles, très importantes mais très barbantes. Chez Paulette et Barnabé, cela ne se passa pas exactement de la même façon. Ils n'avaient certes pas l'élégance de Clotilde et de Robert-Édouard, mais ils avaient le courage de se dire les choses sans y aller par quatre chemins. Eh ben, gros dégueulasse, tu pètes au lit maintenant? Qui pourrait attendre que je sois levé au moins? Rugit Paulette. Barnabé, révolté d'avoir été accusé injustement, répliqua aussi sec. Non mais dites donc, espèce de grosse truie, n'essayez pas de me faire croire que c'est pas toi qui as lâché une grosse caisse. Il faut préciser à cet instant que les deux couples ne vivaient pas dans le même quartier et que les étiquettes qu'ils utilisaient n'appartenaient pas exactement au même registre. Néanmoins, il se passa entre les humains ce matin-là à peu près la même chose. Car le monde entier avait été frappé par la malédiction du gros P qui pue. Chaque humain s'en prenait à la personne qui se trouvait le plus près de lui et l'accusait d'avoir pété sans vergogne. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans les transports en commun. Chaque usager incriminait son voisin de strapontin et une multitude de disputes éclatèrent dans le monde entier ce matin-là. À la nappe de pollution atmosphérique habituelle dans laquelle les hommes avaient l'habitude de nager sans plus la remarquer, venaient s'associer les rémugles pestilentiels du gros P qui pue. C'était le pimpin. Les maîtresses d'école réprimandaient les élèves et les élèves croyaient que c'était la maîtresse d'école qui délestait ses boyaux de gaz puant. Alphonse! Un petit garçon tout maigre
vêtu d'habits trop grands et plein de trous, et qui, de surcroît, avait la morve au nez et la mèche rebelle, répondit timidement « Oui, maîtresse ?» « Tu me copieras 100 fois sur une feuille double perforée petit format grand carreau, je ne pèterai plus en classe parce que cela incommode mes petits camarades. » « Mais, madame... » « Silence !»« Mais, madame... c'est pas moi !» Et tous les autres élèves se mirent à rire bien fort. Et Alphonse était bien embêté parce que les autres pensaient que c'était lui qui avait pété. Et surtout parce qu'il allait passer son mercredi après-midi à faire la punition au lieu d'aller jouer au foot avec ses copains. Oh, c'est pas cool, hein. Franchement, je le somme, hein. La panique était générale dans la boutique de Monsieur Sambon. Ce grand homme à lunettes et à barbe grise reniflait dans tous les recoins de son magasin de parfumerie Sephora pour dénicher d'où venait la mauvaise odeur. Les employés le regardaient faire bouche bée. Sa barbe grise était hirsute comme ses cheveux, ses yeux sortaient de sa tête comme ceux d'une castafiore s'égosillant dans la salle de bain et ses lunettes se balançaient frénétiquement au bout des ficelles qui pendaient à son cou. À quatre pattes, sous les étagères où étaient rangés les parfums, savons et autres lotions, il tentait de lever comme un chien de chasse en pleine action la piste de la mauvaise odeur. Puis, il se relevait précipitamment, se jetait comme un sauvage sur le comptoir de présentation, ouvrait chaque flacon de parfum pour chercher duquel venait la puanteur, avant de le balancer au-dessus de son épaule, pour qu'il aille s'encastrer dans les miroirs soutenant les étagères, cumulant ainsi le désespoir présent, et 7 fois, non, 2, non, 3, 4 ans de malheur. Puis il levait les bras au ciel, gesticulait dans tous les sens en s'écriant « Oh, je suis perdu! Perdu! Mon magasin en peste! Plus aucun client n'entrera dans cette boutique! Je suis perdu! Perdu !» Il accusait les employés, giflait les caissières, insultait les vigiles, mais de loin, hurlait de douleur, puis se mettait à genoux et suppliait ceux qu'il venait d'envoyer sur les roses de Damas de l'aider à trouver l'origine de l'horrible odeur. Tous les hommes dans ce monde frappé de plein fouet par la malédiction du gros bec qui pue étaient sans dessus dessous.